Allô tout le monde, c'est Mariam. Et Léa. Et pour la dernière fois, bienvenue à l'épisode de la saison 2 de Dans la bulle. Oh là là, le dernier épisode déjà. C'est de flûte, mais c'était une belle aventure. Mais quoi, c'est ma nouvelle expression. Bref, aujourd'hui, on accueille une invitée très spéciale. Oui. Mais veux-tu nous la Like présenter? a prayer. Elle a répondu à notre invitation. Chana Wintour. Ben wow, introduction au feu. Oui. Et là, comment ça va, Chana, aujourd'hui? Super bien, vous autres. Ben là, très bien. Et là là. Mais j'ai très hâte d'être ici avec vous, sincèrement. Merci, là, pour merci. l'invitation. Ben, De merci rien, d'être c'était là. tout naturel. Donc là, comme tu peux voir, là, Chana, Oui. on a 5 boîtes de jus Oui. devant nous. On aimerait ça que tu en choisisses une et tu nous dises pourquoi tu l'as choisi. Parce que ça nous rappelle l'adolescence, les lunchs, le secondaire. OK, mais moi, je vais aller avec la pêche. Oh my C'est God. généralement mon saveur préféré, comme de jus, bonbons. J'ai pas vraiment comme un mémoire associé à ça. Mais je m'en souviens quand même, quand j'étais à l'école secondaire, on buvait, il y avait, je ne sais pas si vous connaissez le boisson Five Alive. Oui, oui. Mais il y avait une version Five Alive pêche que j'ai beaucoup aimé dans Il y a le ça? temps. So, c'est pour ça que je fais ce choix. OK. Est-ce que je peux le Prends-le. prendre? Ouais, prends-le. Attends, Marianne. Vas-y, Léa, choisis. Moi, je vais prendre melon d'eau, fraise. Bon choix. Ah oui? Oui. OK, En l'honneur de alors, tous nos invités qui l'ont pris. de ce fait, aujourd'hui, j'ai déjà bu un jus punch aux fruits. Pomegrenade n'a pas l'air tant bon que ça, donc je vais prendre raisin. Tu prends le raisin? Ouais, Bon choix. merci. Au moins, elle est froide. C'est vrai, c'est la seule boîte de jus froide. Maman ASMR. Oui. Cheers! Cheers. Cheers au dernier épisode. Oui, c'est ça. Félicitations sur votre Merci. saison. Désolée, mon chaise fait beaucoup de bruit. C'est pas moi. En vrai, j'ai juste de raisin. J'ai oublié le nom. Ça va mal aujourd'hui. OK, c'est pas grave. Le jus de raisin est quand même bon, honnêtement. Ouais. Oui, ça aurait été mon deuxième choix. OK. Elle est un peu salty. Ouais, un peu. Juste un peu. C'est grave. Mais commençons avec la première question. Oui. Charles, t'étais comment, toi, quand t'étais ado? Oh mon Dieu. Très... c'est comme... Il y a plein de choses qui viennent en tête. Je sais même Ouais. pas par où commencer, mais c'est sûr que je pense que j'étais une élève qui était vraiment... Comme j'ai vraiment travaillé fort à l'école secondaire, comme peut-être un peu trop fort, comme je me sens comme un peu traumatisée par ça, comme maintenant dans ma vie, quand j'ai des jobs ou du travail à faire qui ressemblent à les devoirs, j'ai comme automatiquement comme un blocage parce que ça me fait rappeler de à quel point je me suis tellement poussée à l'école secondaire. Mais je dirais aussi que j'étais quelqu'un d'assez silencieuse. J'en ai déjà parlé beaucoup, mais j'étais victime d'intimidation. Alors, j'étais tout le temps en mode protection. Alors, pour moi, la façon de comme dealer avec l'intimidation, c'était de me rendre le plus invisible possible, qui était vraiment comme à la contradiction de ma nature comme performeuse et artiste. Mais à ce niveau-là, c'est comme, il fallait vraiment que je garde un peu mon vraie énergie, ma vraie créativité, un peu comme en cachette. J'étais vraiment comme en mode survie à l'école secondaire. Je voulais juste survivre à cette expérience-là pour graduer et je savais que les choses allaient être mieux après. Mais ces 5 ans-là de secondaire étaient vraiment assez pénibles pour moi. Mais j'ai vécu à peu près la même chose que toi. Moi aussi, j'étais victime d'intimidation, puis je me refermais, puis j'étais comme, ben, je vais juste comme passer à travers ces 5 ans-là. Oui. Puis après, ben, je serai la personne que je suis, mais pour l'instant, il faut vraiment que je passe inaperçue. Exactement. Mais j'ai pas prétendu d'être quelqu'un d'autre. Comme j'ai pas essayé de fit in, j'ai pas essayé de changer des choses à propos de moi. J'ai juste essayé d'être invisible pour me protéger. Mais j'ai pas comme prétendu d'être quelqu'un que je n'étais pas. J'étais pas capable de faire ça parce que je ne sais pas pourquoi ou comment, mais j'avais toujours vraiment comme un grand sense of self, comme je me connaissais.
Alors, je me connaissais trop bien pour prétendre d'être quelqu'un d'autre. Alors, c'est pour ça que j'ai pris l'option de l'invisibilité. Mais c'est assez pénible de passer ces années-là comme... J'avais des amis quand même, j'avais des bonnes amies, mais je me sentais comme... même dans les couloirs, je me sentais toujours peur que quelqu'un allait comme m'agacer. C'était tough. Mais comment te laisser un peu ta nature artistique, comme tu l'as dit, sortir à un moment donné? Mais je pense que ça s'est sorti vraiment dans mes cours d'anglais. J'avais un prof d'anglais qui s'appelait Mrs. Martella pour la 9e et 10e année, secondaire 3 et 4. C'est dans sa classe à elle que je me sentais comme... Sincèrement, dans le temps que moi j'étais à l'école secondaire, et ça fait pas si longtemps que ça, mais on parlait pas de l'idée des safe space. C'était même pas un terme que j'ai entendu pendant que j'étais à l'école secondaire, mais en revoyant ces années-là dans la classe de Mrs. Martella, c'était vraiment un safe space. C'était probablement les seuls moments de mes années secondaires où je me sentais en assez sécurité pour m'exprimer. Alors, on faisait beaucoup de projets créatifs, comme évidemment beaucoup d'écriture, mais Mrs. Martella était quelqu'un qui était assez théâtral comme personne. Elle était vraiment une vraie personnage. Et alors, on faisait beaucoup de performances aussi, comme on faisait des monologues de Shakespeare, elle nous a vraiment elle nous avait fait même des projets vidéo et on n'avait pas des smartphones. Dans ce temps-là, il fallait vraiment comme un camcorder sur un VHS, comme c'était difficile. Mais ça, c'était vraiment avec elle comme le seul outlet que j'avais vraiment pour ma créativité. Et aussi, chez moi, c'était peut-être pas nécessairement comme ma propre création, mais j'écoutais tellement de la musique, j'ai regardé tellement de films et télévision, c'est comme les arts étaient toujours mon safe space. Mais moi, je me demandais, parce que tantôt, tu disais que quand tu étais plus jeune, tu te donnais vraiment à 100% dans tes travaux, dans tes devoirs, mais est-ce que c'était comme de la pression qui était mise sur toi, ou est-ce que tu te mettais cette pression sur toi-même? Super bonne question. Je pense que c'était une pression que je me suis mis moi-même. Comme j'ai grandi avec une mère monoparentale qui était toujours super supportive et encourageante et elle m'a jamais mis la pression, mais on dirait comme je pense que l'idée de la perfectionnisme c'est quand même un trauma response. So c'est comme je pense évidemment, je pensais pas sur un niveau super conscient ces années-là, mais je pense avec le recul, je peux voir que le fait de me donner cette pression, de vouloir toujours être la plus parfaite possible, c'était comme I wanted to feel worthy, comme je voulais me sentir bien, comme si j'avais quelque chose à offrir, comme si en étant une bonne élève avec des bonnes notes, en étant quelqu'un qui réussit, que ça allait comme effacer la peine que je vivais ces années-là. Mais finalement, non. C'était juste comme j'ai créé un autre traumatisme sur le trauma. Mais, tu sais, t'as parlé que tu mettais beaucoup de pression, mais là, aujourd'hui, est-ce que c'est encore comme ça? Est-ce que tu te mets beaucoup de pression? Oui, quand même. Mais j'essaie vraiment d'être la plus transparente possible. Comme dans mes shows, quand j'ai la chance de faire des podcasts avec des personnes comme vous, comme je veux vraiment parce que je pense qu'on vit dans une société où cette pression existe de comme réussir, particulièrement le moment qu'on vit en ce moment, like late capitalism, le fait que la vie devient tellement chère, alors la pression de réussir est encore plus intense. Comme it feels like the world is crumbling, so c'est tough. Et moi, je veux vraiment que tout le monde soit plus transparente avec le contexte qu'on vit en ce moment parce que je trouve que la vie est tellement plus facile quand on est capable juste d'être honnête et de dire, regarde, comme j'ai de la misère en ce moment, comme la vie est tough en ce moment. Je pense juste d'être capable de partager cette lourdeur avec honnêteté et authenticité, ça enlève un peu la pression. Mais est-ce que ben, tu peux mais non, vas-y, t'étais sur ta lancée, là. Ben oui, sur ma grande lancée. Mais est-ce que quand t'étais plus jeune, tu sentais des fois que t'étais pas honnête avec toi-même? Probablement parce que je pense que comme j'étais en mode survie,
je regardais pas mes habitudes et mes actions avec beaucoup de recul parce que je vivais vraiment dans cette mentalité de survie. Et je dois dire que c'est quelque chose qui reste toujours avec moi comme, je me demande qu'est-ce que ça va me prendre dans la vie comme succès pour que je suis capable de sortir du mode survie et comme entrer dans mode thriving, you know? But je suis pas encore là. C'est comme même si les choses passent bien pour moi côté carrière, je suis tellement reconnaissant des choses qui sont arrivées à moi particulièrement dans la dernière comme 2 ans. Et si j'aurais été capable d'aller comme me voir comme mon ancien moi il y a 8 ans pour dire, garde tout ce qui va t'arriver, comme je pense que j'aurais senti comme une certaine sécurité. C'est comme maintenant dans ma vie, j'ai vraiment comme sur papier toutes les raisons pour lesquelles je devrais me sentir plus en sécurité, mais je le sens pas. C'est weird et c'est comme, je pense que c'est sûrement comme des traumas non réglés ou non guéris. Mais je pense que c'est aussi le contexte qu'on vit en ce moment. Ouais. On vit plein d'insécurité sur un niveau social, comme, je me demande aussi, comme peut-être c'est le moment de vous demander, comme, je me demande comment les jeunes d'aujourd'hui ressentent ça, comme face à la crise climatique, face à justement le fait que tout devient tellement cher, comme, parce que quand moi, j'étais adolescente dans les années comme début 2000, 2003, 2004, on sentait que tout était possible. Comme je vivais pas avec la peur du crise climatique. Je savais évidemment que il y aura un moment où ça devient super intense, mais dans ma tête, à cette époque-là, c'était pas vraiment une réalité. Ouais. Alors, je me demande, vous autres, comment vous vivez comme les nouvelles, comme juste le lourdeur du contexte qu'on vit en ce moment. Ben, comme t'as dit, il y a une lourdeur. Puis, tu sais, mettons, la crise climatique, tu sais, on est un peu en mode, ben, je sais pas pour toi, là, mais tu sais, notre génération, on est comme en mode, OK, mais c'est parce qu'il y a juste nous, genre. Ouais, c'est mais tu sais, c'est comme un peu hors de notre contrôle, là. Tu sais, je veux pas, c'est une accumulation de plein de choses. Puis, tu sais, la planète, c'est tellement un phénomène, tu sais, personne va vraiment la comprendre un jour, là. Ouais. Mais tu sais, fait que je pense que là, oui, il y a une pression. Puis, tu sais, avec les médias sociaux aussi, il y a comme une autre pression, le succès, toi, Mariam? Ben, moi, je le vois un peu de la même façon. C'est sûr que c'est très comme, je sais pas si je dirais anxiogène, mais presque. Oui. Tu sais, de voir à chaque, genre, semaine, comme les bilans, de comment la Terre va mal, de comment, genre, on va tous mourir de comme 50 ans. C'est vraiment stressant parce qu'après, tu te dis comme, tu sais, j'aurais peut-être pas la chance de vivre ma vie autant longtemps, autant, genre. Mais je me demandais certains l'ont justement vécu. si vous, pas juste vous deux, mais comme vos amis, est-ce que vous pensez à cette idée-là que peut-être, justement, j'aurais pas la chance de vivre ma vie au complet? Est-ce que c'est un pensée? Ben, moi, j'ai des amis, mettons, qui se disent, tu sais, moi, j'aurais pas d'enfants parce que je veux pas, like, qu'ils vivent ça, là. Parce que, tu sais, là, c'est déjà beaucoup, j'imagine pas, dans 20 ans, là. Fait que, tu sais, il y a des réflexions comme ça qui pop-up. Toi, Marianne, je sais pas si t'as entendu des propos. Ben, c'est ça. Moi, je pense pas que c'est quelque chose comme que je partage avec mes amis ou genre qu'on se partage entre amis parce que, tu sais, pas qu'on l'ignore, mais je veux dire, moi, je fais des efforts pour comme, tu sais, comme aider la planète et tout. Mais je pense que c'est comme, en ce moment, si genre, je me focus pas sur ça, c'est juste comme, parce que, tu sais, si je me focus tout sur ça, je sais que genre, ça va comme me stresser, puis genre, et ça, fait que là, mettons, tu sais, genre, je le sais, comme je suis vraiment consciente, mais comme c'est pas quelque chose que genre, je vais ramener, comme à chaque jour. Mais je suis contente d'entendre ça parce que, justement, je pense qu'il faut quand même vivre nos vies malgré le peur, malgré nos anxiétés. Exactement. Comme, il faut quand même qu'on trouve une façon d'avoir le bonheur, d'avoir des buts et des rêves qui nous motivent. Comme, alors, je suis vraiment contente d'entendre que c'est pas juste comme, que vous êtes quand même optimiste ou que vous trouvez quand même les façons de trouver votre bonheur et d'avoir quand même vos rêves que vous désirez réaliser. Mais t'as parlé de rêve. Toi, c'était quoi ton plus grand rêve quand t'étais plus jeune? Bonne question. Mais c'était tout le temps le même. Comme depuis que j'avais, je dirais même comme 3 ans, dès que j'ai des mémoires conscientes, je savais que je voulais toujours être une performeuse ou un artiste, mais je savais pas dans quelle dimension. Ça m'a vraiment pris du temps pour trouver l'humour parce que
pour moi, en grandissant, ma plus grande inspiration était vraiment la musique. Et je chante aussi, mais c'est pas comme mon métier principal. Ouais. Et je joue pas d'instrument, comme je sais pas comment composer la musique. J'ai pas grandi avec des rêves de faire de l'humour, mais je savais que, comme au fond de moi, comme mon essence comme personne, c'est comme la performance qui est à la base, comme la communication. Je vois vraiment comme être sur scène comme une opportunité d'avoir un échange, comme un échange d'énergie, un échange d'idées avec le public. C'est vraiment comme, je le vois vraiment comme un relation. Like, c'est pas la personne qui est sur scène qui fait tout. C'est vraiment comme, moi, je me donne à 100% et j'espère que le public va me donner leur 100% et ensemble, on crée quelque chose qui vit et meurt dans le moment. Mais c'est comme, pour moi, la plus grande joie. But, so c'est ça. En grandissant, mon rêve était assez vague, mais je savais que j'avais cette énergie d'artiste. Mais encore une fois, en mode survie, je l'ai caché pour longtemps. Alors, c'est quelque chose pour longtemps que je pensais pas que c'est une possibilité de vivre la vie d'artiste. Je pensais pendant longtemps, sincèrement, que même si c'est vraiment quelque chose qui existe au fond de moi, j'avais aucune idée que c'était vraiment possible. Mais tu parles de en mode survie, mais c'est comment que ça a commencé, cet état, genre, d'être ou genre de voir les choses? Mais très jeune, parce que pour moi, l'intimidation a commencé dès la maternelle. Je m'en souviens comme quand j'avais 5 ans, être dans le cours d'école et c'était toujours les enfants plus âgés que moi. So, quand j'étais en maternelle, c'était les enfants de comme 5e et 6e année. Et quand t'as 5 ans, un enfant de 12 ans a l'air de quelqu'un dans leur vingtaine. Alors, j'avais juste comme tellement peur. Et c'était comme... Sincèrement, je pouvais même pas me promener dans les couloirs sans avoir des enfants plus âgés que moi qui me disaient des choses and whatever. So, et quand t'as 5 ans, t'as pas d'outils pour gérer ça. Et je pense que même si j'étais très jeune et quand je vois des enfants de 5 ans maintenant, c'est des bébés. So, j'avais pas d'outils, mais même à cet âge-là, je ressentais l'honte de cette expérience. Alors, je le partageais même pas avec ma mère, comme j'avais déjà honte. So, encore une fois, c'était pas quelque chose conscient, mais je pense que cette idée d'invisibilité, c'était juste comme la seule chose que je savais comment faire à 7 ans. C'était comme le seul outil que j'avais. So, j'ai juste pris celui-là et je l'ai gardé pour longtemps. Mais est-ce que tu sais pourquoi tu te faisais tant niaiser? T'sais, parce qu'à 5 ans, c'est quand même très jeune pour se faire niaiser. Mais c'était ma féminité. Sincèrement, c'était ça. Et ce qui est comme ironique, et je peux rire un peu de ça maintenant, c'est comme l'insulte que mes bullies me lançaient tout le temps, c'est qu'ils m'appelaient une fille. Comme si c'était la pire chose que tu peux être au monde, c'est d'être une fille. Mais bizarrement ou ironiquement, ils avaient raison, j'étais une fille, mais ils m'ont fait comme... Ils ont installé en moi tellement une peur de ma féminité parce que ça me rendait tellement un cible pour leur haine. So, c'était comme, imagine gérer tout ça quand t'as juste comme 5 ans. C'était vraiment, vraiment tough. Mais c'était ça, c'était mon esprit féminin que je pense que même à cette époque-là, comme on voyait quelqu'un d'artistique ou créatif comme féminin. Comme, évidemment, comme artistry, la créativité, ça appartient à tout le monde, peu importe l'identité de genre. Mais en fait, est-ce que vous trouvez que les jeunes de votre génération, peut-être même quand vous étiez plus jeune, est-ce qu'il y a comme un plus grande ouverture ou est-ce que vous voyez, par exemple, des bullies qui vont intimider les jeunes qui sont queer d'une façon ou une autre? Mais je veux dire, moi, quand j'étais en maternelle, si t'étais un gars pis tu utilisais genre un crayon rose, tout de suite, tu sais, genre, je sais pas, genre, tu sais, c'est tellement stupide parce que c'est des crayons, là, tu sais, c'est des couleurs, là, mais t'étais une fille pis tu utilisais du bleu, attention, là, t'es comme, en tout cas, bref. Puis je trouve que, genre, ces stéréotypes-là, tu sais, genre, c'est tellement comme
c'est tellement ridicule parce que c'est un crayon, là, c'est une feuille, Non, c'est du papier, là. Ou genre, mettons, tu sais, t'étais un gars puis tu mettais un chandail rose, attention, là, comme, tu peux mettre du rôle rose, c'est pour les filles, genre. Ou genre, Ouais. Et est-ce que ça a changé à l'école secondaire? Comme, en ce moment, est-ce que vous pensez que les jeunes, votre âge, sont quand même plus ouverts? Ben, tu sais, mettons, comme Mariam a dit, tu sais, au primaire, tu sais, c'est souvent comme, tu sais, on va te niaiser sur les plus petites affaires. Oui. Mais tu sais, là, je suis au cégep, je suis dans le cinéma, qui est un domaine artistique. Puis on est autant de gars que de filles dans ma classe. Puis tu sais, c'est full inclusif, on est full ouvert. Fait que je vois vraiment une évolution, je pense, dans l'ouverture, même dans une génération, tu sais. Et quand tu étais à secondaire, c'était comment? Ben, je pense que veux pas, tu sais, il va toujours avoir comme des stéréotypes, là. Ouais. Tu sais, les gars, ils jouent au basket. Mais tu sais, il y avait des filles aussi. Puis on dirait, quand il y a eu une ouverture, on était comme, ah, les filles aussi jouent au basket puis ils sont bonnes, là. Tu sais, c'est pas juste les gars qui peuvent faire du sport. C'est pas juste les filles qui peuvent faire de la danse. Fait que Ouais. c'est vraiment beau de voir comme cette ouverture-là, je pense. ouais. Ben, je dirais que, tu sais, en même temps, c'est sûr qu'il va toujours rester des gens comme pas inclusifs, pas non. Mais je pense qu'en somme, comme, je trouve que notre génération est quand même assez inclusive, là. Et est-ce qu'à votre école secondaire, il y avait comme des ressources pour des personnes LGBTQ+? Parce que pour moi, dans le temps, il y avait vraiment pas de ressources. Il y avait pas comme de groupe à l'école secondaire. Il y avait pas du monde qui venait nous parler de ces enjeux-là. Et je pense que pour les personnes de ma génération qui ont à peu près le même âge que moi, comme particulièrement pour ceux qui ont grandi dans les banlieues ou des petites villes, c'est comme on se sentait toute seule, même si clairement, statistiquement, c'est impossible qu'on était les seuls, but on se sentait vraiment comme on était les seuls. Ben, moi, personnellement, mon secondaire, tu pourras témoigner après de ton secondaire. Il y en avait, mais je pense qu'il pourrait définitivement en avoir plus. Ouais, là. moi aussi, je pense Tu sais, ça. il y avait pas nécessairement d'atelier dans les classes ou peu importe. Tu sais, c'était soit il y avait une table dans le corridor avec genre l'organisation, puis si tu t'arrêtais, ils t'en parlaient, mais c'était pas plus vraiment que ça. Ouais. Mais je veux dire, c'est sûr qu'on a genre une TES, tu sais, ben, très ouverte. Ben, on a des TES très ouverts. Bref. On a aussi un club, un comité. C'est nouveau à notre Ok. école, mais c'est nouveau, ça veut dire que c'est là. Puis, c'est ça. Puis, c'est ça. Mais moi aussi, je pense comme Léa, tu sais, il pourrait définitivement en avoir plus parce que, tu sais, il y a plein de gens ben justement, qui cherchent, surtout au secondaire, c'est vraiment une période où comme on cherche. Puis genre, ça pourrait vraiment être utile. Puis genre, plus de ressources pour ceux qui veulent trouver des réponses. Oui. Définitivement. Toi, c'est quoi les ressources que tu aurais aimé avoir? I mean, c'est tough à dire parce que souvent, même quand on a des ressources, c'est comme on a un peu peur de les utiliser Ouais. parce que, particulièrement quand tu es en mode survie Ouais. / invisibilité, tu veux peut-être pas être vu comme aller à la groupe LGBTQ Ouais. après l'école. Mais alors, c'est sûr que tout d'abord, j'aurais aimé juste un environnement en général qui était plus accepting et ouvert. But je pense que dans les années où moi j'étais à l'école secondaire, impossible que ça existerait. Mais j'aurais juste aimé me sentir comme moins seule. C'est difficile à dire comme exactement qu'est-ce que ça aura pris pour me faire sentir moins seule et plus en sécurité. But je pense que ça revient juste à comme une ouverture et comme je pense aussi, I don't know si ça fonctionne toujours, mais quand tu as comme un appui des professeurs aussi, comme si dans les classes, on n'apprend pas juste comme les films et les livres hétéronormatifs, que dans les sujets et les choses qu'on va étudier, qu'il y a plus de diversité juste dans ces matériaux-là, déjà, ça aurait été comme un bon commencement. Mais, excuse-moi, on parle tout le temps en même temps. On est rendu synchronisé. Mais attends, mais est-ce que je peux juste sniquer de ma Ben question? oui. C'est une petite question rapide, là. Toi, t'as grandi où, en fait? À Pierrefonds. C'est un banlieue de Montréal assez anglophone. Alors oui, mais c'était quand même un assez grande école secondaire. On était quand même 1200 ok. étudiants quand même. You know, c'était pas comme Ok. petite ville, Ouais, mais ouais. c'était quand même banlieue. OK. Et c'était hyper hétéronormatif. Même dans la culture à cette époque-là, comme quand moi je regarde comme les grands stars, les grands vedettes de mes années secondaires, c'était vraiment des personnes soit hyper féminines comme Britney, Christina, Jennifer Lopez, Shakira, ou des gars vraiment comme avec une masculinité toxique comme Eminem, and like des gars comme ça, des athlètes, mais c'était les deux extrêmes.
Il n'y avait pas de Harry Styles, il n'y avait pas de Sam Smith, il n'y avait pas de Kim Petras, il n'y avait pas de personnes qui jouaient avec l'identité de genre. Il n'y avait pas, je pense, même pas dans mes 5 années d'école secondaire, j'ai jamais entendu le terme non-binaire. Jamais. C'était même pas comme un concept à laquelle j'avais accès. Mais c'est vrai que moi, ça fait pas tant longtemps que genre... Ben, pas... Non, mais Pas t'as tant raison, longtemps. c'est assez, Oui, quand c'est même assez c'est récent, assez là. récent d'une manière générale. Je pense que c'est vraiment un terme qui existait plus dans des contextes académiques comme à l'université, dans des études, des programmes d'études d'identité de genre. Je pense que dans ces cercles-là, évidemment, ça existait, Ouais. mais le public mainstream général, Ouais. c'est pas des discussions qu'on avait. Tu as Vraiment, j'ai pas beaucoup aimé le show. But c'est quand même, c'est très bizarre. Sincèrement, quand il y a des grandes choses qui m'arrivent, particulièrement au niveau de ma carrière artistique, comme l'opportunité de faire Big Brother ou même quand l'opportunité de faire un gala juste pour rire, quand il y a des grandes choses comme ça qui m'arrivent, c'est comme j'ai immédiatement une pensée pour la jeune Trana qui pensait que ses rêves étaient sincèrement impossibles. So, je pense que je reste toujours très connectée avec mon inner child. Comme je pense souvent à elle, peut-être un peu trop. On peut jamais trop penser à notre inner child. Jamais. Mais mettons, dans ta jeunesse, c'est quand que, genre, t'as réalisé et t'as accepté que, comme, t'avais de la féminité en toi? Très jeune aussi, comme je pense que mon identité comme femme et mon identité comme artiste sont très liées. Et je pense que j'avais comme la connaissance de ces deux énergies-là très, très jeune. Mais j'avais pas les mots. Comme, sincèrement, encore une fois, comme quand j'étais comme 5 ou 6, jamais entendu le mot transgenre, jamais entendu le mot non-binaire, comme il n'y avait pas d'exemple dans les médias que je regardais, il n'y avait pas d'exemple dans ma vie de tous les jours. So, c'était impossible pour moi de mettre un mot à ça pour l'exprimer. So, comme j'avais la connaissance, mais pas l'information pour l'identifier pour les autres, pour que ça fait du sens, ou même pour que je puisse le dire à ma mère pour comme avoir les ressources pour vivre ça et pour avoir eu la chance d'être moi-même d'une manière visible comme plus jeune. J'ai pas eu cette chance. Mais quand je vois des jeunes d'aujourd'hui, comme il y a même des enfants de 8 ans maintenant qui sont capables de s'identifier comme trans et que on espère ils ont accès à les ressources nécessaires pour vivre ça. Je sais qu'il y a beaucoup de forces en ce moment qui veulent que ces enfants-là n'ont pas accès à l'information ou comme à peu importe le type de ressources, que ce soit psychologique ou même médical. Ça me rend très triste de voir qu'il y a du monde qui veut limiter cet accès. Ça fait aucun sens. Mais comme au moins au Québec, je pense que être une jeune personne trans, c'est pas la pire place pour être. Ouais. Définitivement. Ça ferait-tu lors d'un petit jeu? Ben là, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, dans le fond, ça va être léger de 2 vérités, 1. Mensonge. Dans le fond, tu vas nous dire 3 énoncés sur ton adolescence, Ok. 2 vérités, 1 mensonge, sans nous dire lequel est lequel. Là, je veux pas trop vanter notre carrière d'inspectrice parce que la dernière fois, on a perdu. Oh, OK. Donc, voilà, quand t'es prête. Oh my God, OK. Alors, voici mes 3 statements. En fait, j'ai oublié de regarder le mot en français. Est-ce que vous savez comment dire valedictorian? Bon, on peut faire une petite recherche. C'est comme, you know what it is. Est-ce que vous savez c'est quoi? Est-ce que je peux... Mais ça me C'est comme dit la pas, personne mais- à la graduation d'école secondaire qui a eu comme les meilleures notes et qui fait Ah, comme ok, ouais, l'adresse aux étudiants. OK, ouais. Peut-être que c'est quelque chose qui existe seulement dans les écoles Ouais, anglophones. ben ouais. Peut-être que c'est pas un j'ai aucune idée, mais comme c'est très anglophone, très américain Ah, aussi. ok. OK.
Alors, dit, tout moi, est dit. j'étais la valedictorian de mon école, de mon année de graduation. L'autre, c'est que j'ai réalisé un court-métrage dans ma dernière année d'école secondaire. Et j'ai également assisté à notre talent show et j'ai chanté un medley de chansons du musical Chicago. Ouh. Ok. Est-ce que là-dedans, il y a comme une demi-vérité, comme mettons... Non, parce que j'haïs quand le monde font ça. Ok, C'est ça? parfait, nous Ok, aussi. parfait. Parce que j'ai déjà joué à ce jeu et quand il te raconte comme toute une histoire, mais qu'il y a une petite Oui, élément ouais, qui est faux, exactement. sinon, c'est pas le jeu. Ok. Il faut dire un mensonge. Ok, parfait. Yeah. Ok, pour moi, le premier, le valedictorian, Oui. ça doit être vrai. Hein, écoute, bonne note, bons travaux, bons devoirs. C'est quoi ta moyenne? Ah, bonne question. Par mémoire, ma moyenne était aux alentours de comme 90-91. OK. Est-ce que c'est une école privée? Non. Mais j'étais dans un programme qui s'appelle, je pense que ça existe toujours dans certaines écoles, ça s'appelle le programme International Baccalaureate. C'est comme avoir accès à une éducation privée, mais dans une école publique. OK. Moi, je le crois. Valedictorian, depuis tantôt, elle nous vante ses bonnes notes. Ça doit C'est vrai. être pour quelque chose. En plus, qui met le mensonge en premier? Ensuite, Chicago Singing Performing sur la scène. Moi, je vois ici un petit trait encore. Ouais. Qui est encore là. Donc, moi, je le croirais. Mais le court-métrage, en même temps aussi, je le croirais. C'est un court-métrage Ouais, c'est ça, sur quoi? Alors, en fait, c'était dans la classe de Madame Martella. Et elle nous avait appris comment écrire les scénarios avec le propre format, comme les scènes et le dialogue et tout le format. Alors, elle nous avait fait écrire juste un scénario de comme 5 à 7 pages et qu'on le réalise avec un petit groupe. OK. Puis vous l'avez filmé, puis tout, là? Puis édité aussi? Vous Mais l'avez- moi, j'ai pas fait le editing. Et en fait, comme on avait, comme je vous ai dit tantôt, comme on faisait nos projets de cinéma ou de film avec vraiment comme des old school camcorders. Mais heureusement, dans ma groupe, il y avait mon ami David. Shout out David. Qui avait, c'était pas high-tech, c'était pas un VHS, mais c'était comme un, I don't know, like a little, ça a l'air comme un mini VHS. Et lui, il avait le code pour comme connecter la caméra à l'ordinateur. Alors, il était capable de faire comme un petit montage, mais comme hyper basic. Il fallait pratiquement qu'on tourne notre film comme live to tape. Comme, il fallait vraiment comme faire le montage pendant le filming. OK. Oh, mon Dieu. Mais beaucoup de détails. Moi, j'y crois. Mais là, t'as dit que les trois décroyaient. Oui, c'est ça. OK, mais Chicago, désolé, c'est la seule chose que Léa a notée. Donc, la performance, peux-tu nous en dire plus sur ta performance? Oui, alors mon école secondaire, c'est Pierre Fall Comprehensive High School. Et chaque année, il faisait un variety show. Et c'était vraiment comme un big deal. Même quand moi, j'étais à l'école primaire, on avait eu un field trip pour aller voir le variety show de PC. Alors, c'était ma dernière année. Moi, avec 2 autres amis, on s'est dit, regarde, c'est notre dernière année, on l'a jamais faite. Let's do it. Alors, c'est ça. Et c'était l'année que le film Chicago a sorti. Alors, on était vraiment tous comme obsédés avec le film. Alors, on a décidé de faire comme un pot pourri des chansons de Chicago. En quelle année? C'était 2004. Mais là, je suis un peu... Là, vas-y, Léa, vas-y. De quoi? Vas-y, La Léa. dernière fois, c'est moi qui Ah non, mais pour vrai, je sais pas. Moi, je pense que... Mais après, ça pourrait être ça, le mensonge. Mais après, qui met le mensonge en premier? Mais elle a l'air stratégique. Just my Mais opinion. oui, j'étais quand même top 4 à Big Brother, you know. Non, C'est ça, c'est ça, comme elle là. est stratégique. Elle en a vu d'autres. Elle a dit qu'elle avait déjà joué. Peut-être qu'elle aurait mis le mensonge en premier, mais en même temps... Tu sais, je veux dire, 91, c'est vraiment bon. Oui. Mais c'est sûr, il y a peut-être des gens genre 95. Mais après, c'est un peu... 91-92, c'est quand même très fort. En plus, en 5e C'est secondaire, vrai. les gens, ils abandonnent un peu. C'est comme tant pis. Ben tant non, pis. nous, on va avoir des bonnes notes pour le cégep. Ah, OK. Ah, c'est vrai, hein? Et, ben vas-y, dis-moi ton ressenti. Ben, mon ressenti, Vas-y avec ton gut feeling. tu parlais comme d'imaginer la caméra qu'ils utilisaient, genre, si tu peux vraiment le brancher dans l'ordi. Mais moi, je pense que oui, parce qu'en 2004, tu sais, en 2004,
Facebook. YouTube est arrivé en 2005, ça veut dire qu'en 2004, on pouvait quand même filmer quelque chose. Je veux dire, il y avait des séries télé dans les années 90. Il y avait des séries télé dans les années 50. Littéralement, Mais oui, évidemment, mais comme c'est pas comme aujourd'hui où tout le monde a la technologie tellement facilement. C'est vrai, mais... But, I mean... En quelle année c'est arrivé le premier iPhone? Demande-le moi pas, là. iPod, je sais pas. Ça a vraiment longtemps, là. Mais là, j'ai essayé 2 ou 3. Y avait-tu des logiciels de montage? iMovie? Ben non. Ok, ben allons-y avec ça, alors. Oh, mais là... Vas-y, c'est toi qui le dis. Non! Vas-y, dis-le. Le dernier. C'est quoi mon mensonge? Le dernier, des vérités, un mensonge. Vas-y, les gars. Vas-y avec ton gut feeling. Ok, le court-métrage, c'est pas vrai. Vous avez raison. Ça, c'était le mensonge. Yes! Ah, c'est parfait. Yes! Ça aurait On a été fait vraiment ça. comme impossible avec les outils qu'on avait. Je me à sens ce moment-là. revigorée, je me sens wow. Mais on faisait quand même, on faisait pas comme des courts-métrages, mais parfois on faisait comme des projets vidéo, mais je m'en souviens pas si David avait vraiment comme l'accord. Je ne sais pas comment on a fait. Ouais, c'est ça. T'as Charlotte, David et tout, mais... Je m'en souviens d'être comme assis à l'ordinateur chez David avec d'autres amis pour d'autres types de projets, but yeah, non. Mais là... Bien fait. Merci. Il fallait gagner le dernier, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Passons à d'autres questions. Est-ce que t'es prête? Oui. Est-ce que quand t'étais plus jeune, t'avais l'envie et le désir d'appartenir à un groupe? Mettons les clics à l'école. Non, pas vraiment. Je pense que j'étais toujours comme une personne qui quand même aime la solitude. Quand même maintenant, j'habite seule, j'aime ça habiter seule, je veux pas avoir quelqu'un d'autre chez moi comme 24/7. Mais je voulais trouver, ce qui m'intéressait à trouver, c'était comme des vrais amis. Comme j'avais quand même des bonnes amies à l'école secondaire, and no offense if you're listening to this, but je me sentais comme c'est juste parce que on est ici à Pierrefonds, Oui, il n'y a pas grande autre option. Comme et encore une fois, comme je me sentais vraiment comme la seule personne queer, comme évidemment c'était pas le cas, mais j'avais pas d'autres personnes dans mon cercle qui étaient comme moi. So, je rêvais vraiment d'avoir comme des bonnes amies. Et j'ai peut-être regardé le show trop jeune, mais quand j'étais à l'école secondaire, je regardais beaucoup Sex and the City. Et, I mean, c'est tellement cliché, ça a tellement ma vie. Je l'aime pareil. Mais comme de voir juste cette idée, même si c'était une idée totalement irréelle, de voir l'idée de cette vie d'adulte où tu t'amuses avec tes amis, tu partages tous tes sentiments, toutes tes peurs, toutes tes insécurités et que tu embarques dans l'aventure de la vie avec une super bonne gang d'amis. Je voulais vraiment ça. Et je l'ai trouvé, heureusement. Mais c'est fou comment, genre, la télé puis les films, ils forgent un peu nos attentes. Ouais, Mais c'est vraiment. pour ça que quand on parle de la représentation de la diversité dans les médias, c'est pour ça que c'est hyper important. Parce que justement, les médias nous forment. Plus que jamais, ça nous forme. So, l'influence que les films, la musique, la télé, l'influence de ces choses-là peut pas être sous-estimée. Exactement. Puis en plus, avec les médias sociaux, qui sont un peu... Exact. C'est plus récent, là. C'est fou à quel point ça a un impact, là. Oui, c'est fou. Mais moi, j'avais sur ce sujet-là une petite question pour vous autres, en fait, comme... Parce que j'imagine que les jeunes, peut-être les personnes qui ont même comme un peu plus jeunes que vous deux, j'imagine, passent beaucoup, d'après ce que j'entends de toute façon, passent beaucoup de temps sur TikTok et justement les réseaux sociaux. Mais c'est tellement un environnement où il y a tellement de fausses informations qui est partagée si facilement. Oui. Ouais. Penses-tu que les jeunes d'aujourd'hui sont bien équipés pour naviguer cette monde de fausses informations, d'avoir les outils ou la formation pour savoir qu'est-ce que je peux croire, qu'est-ce qui vient d'une source réputable et qu'est-ce qui est vraiment juste de la merde? Mais moi, je pense qu'il faut en prendre et en laisser. Mais vous parlez ici à quelqu'un, une grande fan de Wikipédia. OK, je sais que certains vont hate Wikipédia, OK? Mais moi, je trouve que Wikipédia...
Vraiment, je sais pas si je m'en vais trop loin. Mais Wikipédia, c'est littéralement, c'est tellement utile. Comme, c'est gratuit. Ils te demandent rien. Les informations sont littéralement fiables, ok? J'ai jamais vu quelque chose de faux sur Wikipédia. Mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est une super bonne outil, particulièrement comme pour la première étape d'une recherche. Exactement. Il y a tellement dans les articles de Wikipédia qu'il y a les sources en bas de toute Exactement. l'information. Donc moi, je vois Loki comme TikTok, ou genre, mettons les réseaux sociaux, mettons TikTok, Instagram, je les vois un peu comme une sorte de Wikipédia. Comme faut en prendre, faut en laisser. Mhm. Faut pas te prendre pour du cash. Là. Exactement. Genre, s'il y a les sources, c'est vrai. Sinon... Parce qu'il y a tellement d'influenceurs charismatiques sur ces plateformes-là qui savent rien de rien. Ouais, c'est vrai. Et l'influence que ces personnes ont sur leur public, comme surtout les jeunes qui le regardent, ça me fait un peu peur, sincèrement, parce que je vois à quel point le monde est séduit par ces types de personnalités, mais encore une fois, qui savent rien de rien. Mm-hmm. Ça me fait juste un peu peur. Ouais, comme quand les influenceurs disent d'acheter un produit, c'est comme oui, non, mais c'est ça. Quand il y a du monde qui embarque comme à parler de l'idée du santé mentale, you know, et ça devient presque comme commodified, you know, ça devient presque un produit de vendre cette information ou comme parfois c'est juste comme une performance de comme prétendre d'être investi dans les enjeux de la santé mentale, mais ils font vraiment en réalité absolument rien. Et c'est comme, you know, c'est quand même un sujet assez complexe. Mm-hmm. You know, c'est des trucs là que ça m'inquiète parfois. I'm like, je pense qu'on est mieux de chercher cette information de comme un vrai psychologue ou comme, you know, quelqu'un qui a vraiment de l'expérience dans ce domaine-là, pas juste un influenceur. Ouais. Mais moi, je trouve que tu as tout à fait raison. Mais parlant de comme, tu sais, médias sociaux, est-ce que des fois, tu sais, comme on a parlé de pression, mettons, scolaire ou genre sociale, mais est-ce que tu ressens des fois une pression d'être, parce qu'on s'entend que, mettons, des gens comme, genre, Trends, il y en a pas tant que ça, surtout dans les médias, surtout au Québec, mais est-ce que tu ressens une certaine pression d'être comme un mode, un modèle, whatever. Genre pour les jeunes, genre qui te regardent puis qui pourraient se dire, oh, je veux comme, I want to be like this, I want to like express myself. Oui. Mais quand je reçois ce type de commentaires, c'est quelque chose qui me touche énormément et c'est justement quelque chose que je prends au sérieux. Je dirais pas que d'une manière consciente, j'essaie d'être la modèle parfaite de peu importe parce que encore une fois, comme sur les réseaux sociaux, on voit tout le temps les images de la perfection. Comme moi, j'essaie encore une fois d'être juste le plus transparente et authentique et honnête possible. Et moi, je vais faire des erreurs, you know, like, j'ai pas toute l'information sur tout, comme c'est humain de faire des erreurs. Moi, je suis la première personne à dire I don't know everything, même si parfois j'aimerais penser that I know everything. Mais parce que toutes les artistes qui m'ont inspiré en grandissant, c'était des femmes fortes qui s'assumaient à 100%. Et c'est ça que j'essaie de faire, pas pour les autres, mais pour moi-même. Et je pense que en étant la version la plus authentique et transparente de moi-même, je pense que, you know, si par la suite ça inspire d'autres mondes, j'adore ça et c'est le plus grand honneur, mais c'est pas quelque chose que je cultive. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre dans le vouloir de comme cultiver l'influence. Like, pour moi, c'est comme un red flag, you know, parce que pour moi, l'idée de influence, il y a également une dimension qui se relie à l'idée du pouvoir. Et moi, je veux pas avoir de pouvoir sur personne. Sincèrement, comme, non, je veux pas, you know, like, j'aimerais que le monde aime mon humour, les shows que je vais créer, you know, j'aimerais que le monde aime et s'engage avec mon travail artistique, mais mettez-moi pas sur un pédestal parce que je suis juste une personne et je pense que personne mérite comme le type d'influence et le pouvoir qu'on voit souvent ces jours-ci. Comme ça me rend un peu mal à l'aise. Je comprends. Tu as parlé de t'assumer, mais c'est quand, tu sais, oui, veux pas, c'est une affaire que tu pratiques toute ta vie, là, tu sais, même, tu sais, moi, je m'assume pas à 100%, puis c'est quelque chose que tu essaies de travailler pendant le reste de tes jours, mais c'est quand que Chanel a commencé à s'assumer en étant Chanel, genre? Mais je pense que c'était, en passant, super bonne question, et justement, c'est toujours un travail en
progrès, like, in process. Like, je pense qu'il y a des moments... Maintenant, dans ma vie, je suis rendue à une place où je suis capable de m'assumer plus que non. So, but j'ai mes moments où, justement, c'est difficile de m'assumer and to, like, stand my ground and prendre ma propre place. Il y a des moments où c'est toujours difficile. Mais je dirais, sincèrement, comme après toutes ces années d'invisibilité, de vivre en cachette, le moment où j'ai finalement compris que je suis trans et je suis une artiste et c'est ça que je suis destinée à faire, je peux pas l'éviter. C'est dans ce moment-là de réalisation que j'ai été capable de commencer à m'assumer. Alors ça, c'était vraiment comme 2011-2012. Et j'ai commencé à faire la scène en 2013. Parce que je pouvais pas commencer à faire la scène ou ma carrière artistique sans avoir un certain montant de confiance et d'habilité de m'assumer. J'aurais été jamais capable de monter sur scène dans mes années de peur et d'inquiétude. Parce que, tu sais, veux pas, il va tout le temps avoir comme, tu sais, des personnes qui te supportent pas, tu sais. Oui. Mais comment te dealer avec ça quand t'as commencé à faire de la scène, les personnes qui, tu sais, étaient pas d'accord avec ce que tu faisais? Mais souvent, c'était des hommes cisgenres, hétéros, blancs, 40 ans plus. Et c'est pas typiquement des personnes que je prends très au sérieux. I mean, je dis ça d'une manière générale. I know people are going to get upset. C'est pas tous les hommes. Oui, je sais, c'est pas tous les hommes. Mais les hommes qui disent c'est pas tous les hommes, c'est ces gars-là. C'est ces gars-là tout le temps. But je pense que quand j'ai commencé, parce que j'ai commencé ma carrière artistique d'une manière très intentionnelle. Comme je savais, même si je savais pas comment j'allais comme passer à travers et bâtir ce que je voulais bâtir pour moi-même. J'avais aucune idée du comment, mais je savais qu'est-ce que je voulais. Et je pense qu'en ayant une vision claire comme ça rend la tâche de comme silencier les voix des haters plus facile. Parce que j'étais vraiment concentrée sur moi-même. Même souvent, au début de ma carrière, il n'y avait pas des shows d'humour féministes, il n'y avait pas des queer shows. Comme souvent, j'étais sur des line-up avec des personnes horribles. Mais j'avais pas accès à d'autres choses à cette époque-là, mais je regardais comme même si c'était juste un numéro de 5 minutes, je voyais comme mon 5 minutes comme si c'était un show complet. Et pour ce 5 minutes-là que je suis sur scène, ces 5 minutes-là m'appartiennent à moi, personne d'autre. So, c'est comme ça que j'étais capable de comme passer à travers comme tout le monde qui pensait que j'avais pas qu'est-ce que ça prenait pour comme aller loin. Même maintenant, il y a toujours du monde comme ça, sincèrement. But je pense que j'ai fait assez de chemin comme pour dire, well, I have the receipts, okay? Like, I'm doing fine. Mais c'est pas ma motivation, juste pour dire la vengeance n'est pas ma motivation de création. C'est comme, c'est nice quand il y a des grandes choses qui arrivent parce que oui, tu peux dire, si, told you. But c'est pas ça qui me motive. Mais exactement. C'est pas ça qui te pousse. Non, et je pense pas que, comme, c'est pas une bonne idée de venir de cette place parce que, you know, je vois la création artistique vraiment comme quelque chose, comme évidemment une force extrêmement positive. Alors pour moi, l'idée d'être dans cette négativité de vouloir comme prouver ou avoir comme le besoin d'avoir la vengeance, like, I don't know. Je pense que c'est pas super saine. Ouais. C'est vrai. Tu sais, mettons, quand ils ont annoncé qu'on animait le podcast, il y a des personnes, genre, qui me niaisaient à l'école, qui m'ont écrit, félicitations, non, on se voit bientôt, on fera de quoi? Puis je suis comme, you missed your chance. Exactement. Moi aussi, j'ai eu des messages comme ça au fil des années. Pour de vrai? Oui. Après qu'ils ont dit que c'était toi qui allais animer le podcast? Ouais. Ben, tu sais, c'est fou à quel point, comme, quand t'es un peu un nobody, comme, tu sais, tout le monde, comme, a le jugement facile, puis nice et tout, puis là, dès que t'as un petit peu, genre, de, comme, notoriété ou un projet externe, une opportunité, ils switchent sur un scène, puis sont comme, Léa, t'es tellement fine. Oui. Léa est incroyable. Mais vous m'avez demandé tout à l'heure, comme, qu'est-ce qui me rendait un cible pour les bullies? Et j'ai répondu comme c'était ma féminité, ma créativité, tout ça. Mais je pense aussi comme
quand ta lumière brille assez fort, et évidemment, c'était pas conscient, mais comme everyone noticed me. Comme, you know what I mean? Like, moi, j'avais juste 5 ans. J'étais à l'école. J'étais dans la maternelle. Pourquoi il y a tellement de yeux sur moi? Et je pense comme c'est relié au fait que j'avais toujours cette énergie de comme performeuse, d'artiste. Et c'est pas une force que j'ai choisie, mais je pense que c'est une force puissante. Oui. Et je pense que malheureusement, et on le voit toujours même quand t'es adulte, il y a des personnes qui veulent enlever ta lumière, you know, and like, je comprends pas la psychologie derrière ça, de vouloir, comme, détruire quelqu'un, like, je comprendrais jamais. I mean, je connais toutes les raisons sur une manière logique, mais dans mon cœur, je peux jamais comprendre ça. Parce qu'il y a vraiment une grande différence entre, comme, taquiner quelqu'un et vouloir, comme, détruire quelqu'un. Totalement. Vraiment. Ouais. Ben là, c'est des belles paroles. Là, ça m'a inspiré vraiment. Mais est-ce que ce serait le temps de finir cet épisode? Finir ce qu'on a commencé. Finir ce qu'on a commencé. Ben oui, l'épisode. Ah, ben oui. Très logique, très logique. Donc, ben merci. Excuse-moi. Ah! Ben là, attendez, j'ai oublié. Elle a oublié le segment. Ben là, Chana, est-ce que... Ben, j'espère que tu tiens à la vie. Pardon? Ben, j'espère que t'aimes ta vie. Oui, beaucoup. OK, ben parce pas tout le temps, mais... Là, ben là, on a une question qui tue pour toi. Donc... OK. Petit moment de cookies. C'est bon, ça? Oui, c'est bon. OK, parfait. Est-ce que t'es prête pour ta question qui tue? Oui. Comment est-ce qu'on fait pour se défaire du regard puis de l'opinion des autres que les gens ont sur nous? I mean, it's the $1,000,000 question. Je pense justement, on se rendait dans ce thème-là il y a comme 2 minutes. Encore une fois, je pense le fait d'avoir une vision pour soi-même et de croire vraiment and to commit to your vision. You know, il faut parce que il y a tellement des ups and downs. Comme moi, à chaque année, sincèrement, je commence l'année en me disant comment est-ce que je vais continuer à faire ce que je fais? Comment est-ce que je vais faire pour que cette année soit encore plus réussie que l'année d'avant? Encore une fois, cette pression de réussir qu'il faut vraiment apprendre à lâcher. But je pense sincèrement que quand tu prends le temps de te connaître, I mean, RuPaul said it best, you know, if you can't love yourself, how in the hell you're gonna love somebody else? But c'est un cliché, mais ces clichés-là sont vrais pour une raison. J'en drop ma boîte de jus, genre. Mais ça, je pense que c'est pas juste la vision extérieure, you know, c'est pas juste la vision carrière, vision but et rêve, qu'est-ce que je veux accomplir. C'est également la vision de notre personne, de qui on est et de comment on veut être le plus visible possible. Comment est-ce qu'on peut prendre notre place dans le monde. Et ça, c'est pour tout le monde, peu importe leur profession. Il faut que, idéalement, on trouve une façon de nous connaître et de nous s'aimer assez pour être capable de prendre notre place qui nous appartient. Et je pense que quand tu arrives à ce moment, évidemment, there's going to be backs and forths. Il y aura des moments où tu te ressens, you don't feel the self-love. Ouais. But when you commit to that, quand tu protèges cette vision et cet amour que tu as pour toi-même, ça rend la tâche de comme laisser faire les opinions des autres personnes plus facile, but ça reste un process. Il y a des moments où les opinions des autres vont venir me chercher. Ouais. But, heureusement, de moins en moins avec chaque année. Mais c'est ça le également progrès, le temps, l'expérience, la confiance, l'information, la connaissance qu'on a sur nous, c'est également quelque chose qui développe avec le temps. Je pense que quand j'étais jeune, j'étais vraiment pressée pour arriver à un moment dans ma vie où je m'en foutrais de tout le monde et que je serais 100% indépendante. But ça aussi, c'est pas super bon. Il faut laisser la place pour la vulnérabilité également. Oui. Wow. Mon Dieu, c'était tellement une bonne beau. réponse. C'était beau. Mais là, c'est sur ces belles paroles qu'on va finir non seulement l'épisode, mais la saison. Hey, c'est vrai, hein? Ben là, merci, Chana. Merci à vous de autres, nous avoir c'était accompagnés. vraiment fun.
Mais là, de rien. Merci à toi, Marianne. Ben, merci à toi, Léa. C'était vraiment une bonne Et co-animatrice. toi aussi. J'ai vraiment enjoyé faire ce podcast avec toi. Moi aussi. Mais là, on fait comme adieu, mais tu sais, comme... Non, c'est Non, ça. c'est à la on va se saison revoir là, prochaine. tu sais, on va se revoir là. Fait que merci à tous d'avoir été là, tu sais, à chaque dimanche, à chaque samedi, à chaque, ben, je sais pas Peu à quel importe jour, la ben, c'est semaine. ça, je sais pas, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque épisode que vous avez cliqué sur la vidéo là, tu sais, ça me touche. Oui. Merci. C'était vraiment agréable d'être avec vous. Mais Vraiment. merci à vous, en fait. Merci à toi, pour vrai. C'est Toi ça, qui regardes la toi, vidéo, là. t'es vraiment incroyable. Ben, merci Pour d'avoir vrai? écouté jusqu'à la fin. La fin de l'épisode, Exactement. la fin de la saison. Mais là, c'est là où qu'on vous dit bye, là, tu sais, mettons. Ben, ça Là, serait... faudrait faire comme une grosse sortie, là, tu sais. Qu'est-ce qu'on Ah, je le sais. OK. Bye, Ouais. tout le monde.